Et salut les amis, c'est Blue et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Semaine Geek où je vais aborder avec vous comme chaque semaine, comme dans chaque vidéo, plusieurs sujets. Alors cette semaine, j'aborderai avec vous un thème cinéma, un thème manga et alors deux actualités, une actualité qui date de cette semaine, une actualité qui ne date pas forcément de cette semaine mais c'est pas trop grave. On va commencer par l'actualité cinéma avec ce que j'ai regardé cette semaine. En fait, cette semaine, j'ai pas regardé énormément de choses, mais il y a en fait, j'ai continué à regarder Black Mirror. Je vous en avais déjà parlé dans une, je crois que c'était la première vidéo Semaine Geek. Donc j'ai continué, je vous en parlerai peut-être, mais j'attends d'avancer un petit peu plus dans la série pour vous en reparler et pour vous en refaire un point plus général. Mais j'ai regardé parallèlement à ça autre chose qui m'a énormément plu, puisqu'il s'agit d'une des nouveautés de Netflix actuellement, et c'est Love, Death and Robots. Et il s'agit de l'œuvre de Tim Miller, et c'est un regroupement, en fait, c'est un regroupement de 10, ce sont des courts-métrages en fait, qui peuvent aller de, je ne sais plus les durées exactes, ça peut aller de 6 minutes à 15 minutes, je crois. 15 minutes, c'est déjà trop, je crois que c'est 12. Enfin bref, de 6 à 12 minutes, je crois. Donc c'est vraiment des courts-métrages, certains vraiment très très courts, d'autres un peu plus longs, mais assez frustrants, je vais vous le dire après pourquoi. Voilà, donc c'est une panoplie comme ça de courts-métrages dont Tim Miller est le créateur et qui est réalisé par différents réalisateurs. Et ça a pour thème, ça le dit bien dans le titre, ça a pour thème l'amour, les robots et la mort. Parce qu'il faut savoir que voilà, ces courts-métrages sont glauques, sont très glauques, voire même parfois gore. On démarre d'ailleurs cette anthologie de courts-métrages de manière très gore avec le premier court-métrage qui, bon, je ne sais plus exactement les titres des courts-métrages, mais qui est bien trash. Je ne vais pas vous raconter les courts-métrages, je vous remettrai quelques photos. Au moment où j'en parle, je vous mets là quelques photos des courts-métrages. Mais c'est une anthologie que je vous conseille vraiment. Parce que déjà moi à la base, j'adore les courts-métrages. Parce que je trouve que ça permet de raconter moins de blabla, de mettre moins de détails inutiles et d'arriver vraiment à l'essentiel. Donc moi j'aime beaucoup les courts-métrages. Après, dans cette anthologie, il y a quand même pas mal de courts-métrages sur les 18. Il y en a 18 au total, et sur les 18, c'est rapidement vu, je crois que pour la plupart d'entre vous. Bon, moi j'ai dû regarder ça en 2 soirées, mais la plupart d'entre vous vont regarder ça en une soirée. Parce que c'est rapidement vu, 18 courts-métrages, voilà, quand on sait que les courts-métrages vont de 6 à 12 minutes, c'est assez rapide. Mais il y a des courts-métrages qui sont frustrants parce qu'ils sont très bons et qu'on aimerait que ça soit plus long, que ça prenne 20, 30, 1 heure, que ça fasse l'objet d'un film, notamment le premier court-métrage avec cette fille qui est liée à un robot. Et c'est d'ailleurs ce premier court-métrage qui ouvre l'anthologie et qui est très trash, qui est très gore. Enfin, très trash, très gore. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, mais il y en a certains qui trouveront, d'après les avis. Voilà, il y en a certains qui l'ont trouvé gore, très gore même, donc, mais surtout la fin. Mais voilà, moi, je vous conseille cette anthologie parce qu'elle est tout simplement géniale. Donc ce sont des courts-métrages qui sont assez futuristes, assez noirs, qui sont clairement pour adultes, pas pour enfants. D'ailleurs, ça, dans la description, pour ceux qui ont Netflix, c'est clairement dit, parce que je ne sais pas si je l'avais dit au début, mais ça vient de Netflix. C'est ce qu'on peut voir sur Netflix, et c'est sur Netflix que je l'ai vu. Donc voilà, ce sont des courts-métrages qui sont très noirs, très adultes, très matures, centrés sur le côté futuriste et alors sur les robots. Pratiquement, je crois que c'est tous les courts-métrages. Je crois que il y en a certains où c'est moins clair, où c'est plus porté sur le côté futuriste et un petit peu moins les robots. Mais pratiquement tous les courts-métrages sont centrés sur les robots, sur la robotique, sur le futur de l'humanité, sur ce que donnerait l'humanité dans certaines occasions, dans certaines situations de possible futur de l'humanité peut-être.
Mais voilà, moi je trouve que c'est une bien belle création de Tim Miller. Je suis complètement fan parce que j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très 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 bien foutu. Il y a un seul court-métrage sur les 18 où vous pouvez voir de vrais acteurs. Je crois que c'est le 16e, je crois, le 16e sur 18, je ne suis plus sûr, où vous avez, sans en dévoiler trop, une civilisation qui se forme à l'intérieur d'un frigo, d'un couple qui emménage. Ils ont un frigo, un vieux frigo dans leur nouvelle habitation, et voilà, vous allez voir un petit peu. C'est vraiment un court-métrage, il n'y a pas grand-chose de raconter, mais moi je trouve que c'est vraiment chouette. Moi je suis vraiment fan de court-métrage, et là cette anthologie, j'ai tout simplement adoré. Déjà parce que les graphismes, les animations, il faut savoir que ces courts-métrages sont des courts-métrages d'animation, ils sont vraiment superbement réalisés. Il y en a peut-être un ou deux, seulement un ou deux. Personnellement, j'en ai trouvé un ou deux qui étaient un peu moins bien foutus, un petit peu plus ennuyeux. Mais sinon, dans l'ensemble, ils sont vraiment tous excellents. Mais vraiment, vraiment très très bons. J'en aurais même pas vraiment spécialement à vous conseiller là-dedans, parce que je les ai vraiment pratiquement tous aimés. Voilà, donc je vous conseille pour ceux qui ont Netflix, allez voir Love, Death and Robots. C'est une anthologie de courts-métrages que vous pouvez voir sur Netflix, qui est disponible depuis pas très longtemps, je crois 2 semaines, un truc comme ça, plus ou moins. C'est vraiment tout récent, et c'est très très bon. Voilà, c'est vraiment très bon, et j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo-là. Alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous aussi à m'en parler, et voilà. Donc je vous le conseille, mais vraiment très fort, parce que c'est vraiment excellent. Voilà, donc j'attends éventuellement vos retours pour ceux qui n'ont pas encore découvert la chose. Voilà, sur ce, j'embraye sur autre chose. C'est un manga. Alors c'est un manga, je vais éviter, en vous en parlant, de vous montrer des images un peu trop parlantes, mais c'est un manga à connotation, c'est clairement un manga érotique. Mais voilà, pour la première fois, j'avais envie de vous parler d'un manga érotique, parce que je suis du genre à regarder un petit peu tous les styles de manga, pas nécessairement pour voir des jolies filles, ça n'a rien à voir dans mon cas. Mais voilà, ici, j'avais envie de tenter un genre différent, parce que tout simplement, je ne l'avais jamais fait. Et comme au niveau des mangas, pour le moment, j'ai énormément de mangas à lire, énormément de styles différents à lire. Il s'agit le manga dont je vous parle là, il s'agit de Love Instruction. C'est un manga que j'avais pu voir sur plusieurs vidéos sur YouTube, et je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir un petit peu comment la chose était abordée, comment le côté érotique, comment l'amour était abordé dans les mangas, comment est-ce que les Japonais allaient se débrouiller pour nous expliquer comment fonctionne le côté érotique, comment séduire une femme, comment contrôler ses envies, comment tous ces genres de choses qui sont des choses du quotidien. Et voilà, j'avais envie de voir comment le créateur allait montrer ça. Et ma foi, jusqu'à maintenant, j'en ai lu qu'un tome. Donc j'ai encore beaucoup à découvrir, parce que c'est un manga qui est assez long. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le continuer pour le moment. Je vous ferai certainement je vous en reparlerai sûrement de ce manga, mais pour le moment, j'aime bien. Parce que je trouve que déjà les dessins sont sont bien foutus, on va pas se le cacher, ils sont bien foutus pour un manga. Généralement ce genre de manga là sont assez bien foutus. L'histoire est plutôt pas mal. Elle est comment dire, elle est pas banale. Même si ça peut, généralement, les critiques qu'on fait dans les mangas érotico sentimental, c'est que c'est toujours la même chose, ce n'est que du sexe, c'est rien d'autre. Mais non, pas forcément. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une histoire, et le personnage principal est assez attachant, même s'il était un peu maladroit, même s'il était un peu complètement maladroit, même avec les femmes. C'est justement
cet attachement pour les femmes, mais ce côté maladroit que j'ai envie de suivre chez le personnage principal. Et voilà, ma foi, je crois que c'est une série que je vous conseille pour si vous aimez le genre, si vous avez envie de découvrir autre chose. En tout cas, moi, je l'ai découvert cette semaine, donc Love Instruction. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai vu qu'un tome hein, pour le moment, donc à voir si le reste sera aussi bien. Mais c'est plutôt pas mal et ça se laisse lire pardon, assez facilement. Puisque je pense que j'ai dû lire le tome 1 en une soirée, en 1 ou 2 heures, même pas une soirée. Donc voilà, c'est très vite lu, mais ma foi, c'est plutôt pas mal. Ça s'installe doucement, donc il faudra voir si dans la durée, c'est un manga qui tient ses promesses, qui reste toujours aussi agréable à l'œil, qui a un scénario plus ou moins bien foutu et qui n'utilisera pas le prétexte d'avoir des jolies filles dans le manga et voilà, que ça soit juste agréable à l'œil pour ne montrer que ça finalement. Hein. Si c'est juste ça, ça va un petit peu moins m'intéresser. Mais s'il y a un scénario, par contre, ça risque de m'intéresser jusqu'au bout. Donc voilà, on verra. En attendant, j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo-là, parce que je trouve que c'est intéressant de parler de tout, et pas seulement d'un seul genre, hein, pas seulement du genre Dragon Ball ou de manga de combat. Non, ici, voilà, j'avais envie de vous parler d'un autre genre, du genre du genre érotique. Vous me direz si vous connaissez ce genre, si vous en connaissez d'autres dans le style, qui seraient peut-être du même style ou mieux ou moins bien, enfin comme vous voulez quoi. Enfin bref, voilà, c'est plutôt pas mal, donc on verra bien par la suite. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà donc pour ce qui est cinéma et manga. Alors j'avais envie pour poursuivre cette vidéo de vous parler de... Et j'ai attendu la fin de la vidéo parce que c'est certainement les deux thèmes sur lesquels je parlerai le plus. Donc le thème que je garderai à la fin. Ce sont deux actualités dont j'avais envie de vous parler. Déjà le premier, ça concerne la VR et Nintendo. Parce que j'ai appris il y a quelques jours que Nintendo avait l'intention de lancer un kit Nintendo Labo VR. Alors la première fois que j'ai vu ça, j'étais plutôt intéressé, même très emballé d'ailleurs, puisque c'est la première fois que Nintendo compte se lancer dans la VR. Donc c'est intéressant, moi qui suis possesseur du casque PSVR, ben j'étais quand même attentif à ça. J'avais envie que Nintendo se lance dans la VR, et j'ai vraiment cru que Nintendo se lancerait dans la VR. Mais en fait, en me renseignant un petit peu plus sur ce kit Nintendo Labo, j'ai été un petit peu déçu et au final, je ne crois pas que je l'achèterai. Ce kit doit sortir mi-avril, je crois, vers le 12, je crois, avril. Je ne crois pas que je l'achèterai. Comme je n'ai pas acheté tout ce qui est sorti estampillé Nintendo Labo depuis le début, il y a quelques mois, il y a des premiers kits qui sont sortis de Nintendo Labo, mais je ne trouve pas ça intéressant du tout pour des fans adultes, parce que je trouve que tout ce qui est Nintendo Labo est clairement adressé aux enfants. Voilà, c'est clairement un public enfant qui est visé. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait avec Nintendo Labo, ça peut être chouette, hein, ça peut être chouette pour les enfants qui ont la console, ça peut vraiment être très chouette. Mais ça ne m'intéresse absolument pas, même pour la collection, ça ne m'intéresse absolument pas d'acheter ça, parce que déjà les prix sont relativement chers, hein. C'est 70€ le kit, et pour le kit VR, je crois que ça sera aussi 70€, si je ne me trompe pas, il y en aura deux, mais ça va tourner aux alentours de 50-70€, donc c'est quand même cher, c'est un investissement, et je voulais voir si ça allait être intéressant. Au final, ça n'a pas l'air très intéressant, honnêtement. On est parti vers un kit avec un petit casque. C'est même pas un casque, parce que c'est même pas un truc que vous pouvez serrer autour de votre tête. En fait, c'est des espèces de lunettes de lunettes VR en carton que vous devez, hein, c'est la marque de fabrique de Nintendo Labo, que vous devez monter, et avec ça, il y a des petites expériences que vous pouvez faire avec
toutes les choses que vous pouvez monter, tous les instruments que vous pouvez monter avec les bouts de carton de Nintendo Labo. Voilà, mais franchement, quand j'ai regardé les vidéos, ça ne m'intéresse absolument pas, puisque ce sont clairement des expériences pas très intéressantes, et vraiment, il y a pas, enfin, je crois vraiment pas que ce soit pour les adultes. Alors j'ai été enthousiaste pas longtemps, hein, parce que j'y ai cru à un moment donné que Nintendo se lancerait vraiment dans la VR. En même temps, c'est peut-être un premier pas dans la VR pour voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne, ils vont peut-être tenter autre chose, un petit peu plus pour les adultes, avec un public plus adulte visé, en tout cas ici. Voilà, c'est une actualité qui a fait parler d'elle, mais je ne crois pas que ça décollera, d'autant plus que Nintendo Labo, d'après les dernières infos que j'ai, ça n'a pas réellement décollé. C'est pas trop étonnant, puisque c'est vraiment un public enfant qui est visé. Donc ici, ça sera aussi un public enfant qui est visé, pour essayer de leur apprendre à connaître la VR. C'est une bonne chose, puisque pour moi la VR c'est l'avenir du jeu vidéo. Je vous en ai pas parlé beaucoup dans mes vidéos ni en live, mais pour moi la VR est vraiment l'avenir du jeu vidéo, et beaucoup plus que le jeu vidéo d'ailleurs, mais enfin bref, c'est pas le sujet. Et ici, voilà, j'étais emballé du fait de voir que Nintendo se lançait là-dedans. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose de chouette, mais au final, vu comment ça s'annonce, et vu le prix aussi, je pense que si c'était 20-30 euros, j'aurais tenté le coup. Ou au moins j'aurais acheté le truc pour la collection, quoi. Mais à 50-70 euros, acheter un truc que vous n'allez jamais utiliser, non, c'est beaucoup trop cher, quoi. C'est beaucoup trop cher, donc ce kit ne m'intéresse pas dans l'immédiat. On verra par la suite s'il y a une baisse de prix, mais avec Nintendo, les baisses de prix, elles sont assez rares, et elles sont assez faibles, donc voilà. Je ne sais pas, en tout cas, voilà. C'est quelque chose que j'avais envie de rapidement d'aborder avec vous, mais voilà, je n'ai pas trouvé ça intéressant, tout simplement parce que c'est vraiment un public enfant qui est visé, et voilà, déjà que moi, déjà de base, les jeux vidéo, je suis assez exigeant dans tout ce qui est jeux vidéo. Je n'ai pas beaucoup de jeux vidéo sur le casque PlayStation VR. Malgré tout, le fait que je considère que c'est l'avenir du jeu vidéo, je ne trouve pas que pour le moment ça soit très abouti, et qu'il faudra encore plusieurs années avant que ça s'installe réellement, et avant que ça soit vraiment très bon. Je pense qu'il faudra attendre au moins la nouvelle génération de consoles, voire la suivante, pour avoir vraiment quelque chose de véritablement bluffant, parce que pour le moment il y a beaucoup plus d'expériences décevantes qu'autre chose, et je crois que cette expérience de Nintendo va être très décevante pour le public adulte. Pour le public enfant peut-être pas, mais pour le public adulte, oui, si, je crois que franchement, moi ça ne me tente pas du tout. Voilà. Mais j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo-là, parce que c'était quand même quelque chose qui a fait parler de lui. C'est quand même quelque chose qui est arrivé comme ça d'un coup. Personne s'y attendait, et j'ai envie de dire que ça serait chouette que ça marche quand même, parce que ça permettrait à Nintendo de se poser des questions sur une éventuelle adaptation en VR de leur jeu, de leur grosse saga, de leur gros titres, hein, comme Mario Kart. Ça serait génial d'avoir ça en VR, quoi. Mais je crois qu'on n'y est pas encore du tout, parce que voilà, ce kit Nintendo Labo VR ne regroupe pas que quelques expériences VR, mais ne sera absolument pas adaptable aux jeux existants déjà sur Switch. Il faut être bien clair là-dessus. Vous ne pourrez pas jouer avec vos jeux Switch avec ce kit-là, parce que ça sera tout simplement pas adapté à ça. Ce que j'ai trouvé aussi regrettable, c'est que les lunettes, on peut même pas les fixer sur la tête. C'est des lunettes, des lunettes. Je sais pas comment appeler ça. C'est vraiment vraiment des lunettes VR que vous tenez avec les mains, mais vous ne savez absolument pas les fixer à la tête. Donc c'est vraiment un petit kit pour s'amuser, quoi. Voilà. Bref, moi je n'achèterai pas ça à sa sortie, ça c'est évident, à moins qu'il y ait d'autres nouvelles là-dessus, mais je n'achèterai pas ça à sa sortie. Voilà, là j'enchaîne sur la dernière actualité de la vidéo, et pas des moindres, parce que c'est l'actualité qui a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques jours. C'est l'arrivée de Stadia, ou Stadia comme vous voulez, de Google. Google se lance enfin dans le monde du jeu vidéo, et si ça marche, ça risque d'être un véritable tremblement de terre, puisque il se décide de se lancer dans le monde du jeu vidéo sans console. C'est-à-dire que Stadia, c'est
ça va être un lancement de jeux vidéo par streaming. Et même si on ne connaît pas encore la date de lancement qui devrait arriver courant 2019 et on ne connaît pas encore le prix de l'abonnement, ben voilà, on sait que ça va être du jeu vidéo par streaming. Et ce qui va être intéressant, c'est que avec cet abonnement, pour les possesseurs, donc il va falloir posséder, pour les gens qui possèdent, et ça c'est évidemment l'atout, pour les gens qui possèdent un ordinateur, pour les gens qui possèdent une tablette, pour les gens qui possèdent un téléphone et qui ont là-dessus le navigateur Google Chrome, ben vous pourrez jouer à un catalogue qu'on espère conséquent, sans avoir une bête de course ou une console. C'est-à-dire que voilà, moi par exemple qui n'ai pas un PC, un PC de gamer, il commence même à se faire vieux, ben même avec un PC pareil, je pourrais jouer aux meilleurs jeux proposés par Stadia, tout simplement parce que les jeux passent par le serveur de Stadia, par les serveurs de Google. Et ce sont des serveurs apparemment très puissants. Et voilà, donc il n'y aura pas besoin de console pour jouer au jeu de Stadia. Il y a une conférence qui a été faite il y a quelques jours où on a pu voir tourner Assassin's Creed Odyssey. Donc ça sous-entend clairement déjà un partenariat avec Ubisoft. Mais voilà, maintenant il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Et ça divise pas mal la communauté de joueurs, puisque forcément il y aura plus de consoles. Donc qui dit plus de consoles, qui dit forcément jeux dématérialisés. Donc si Stadia venait à s'implanter de bonne manière dans le monde des gamers, eh bien ça voudrait dire la fin des jeux physiques. Enfin pas clairement, mais ça voudrait dire le début de la fin pour les jeux physiques. On sait que c'est déjà le cas pour les deux grands que sont Sony et Microsoft. Microsoft s'apprête à sortir une console tout dématérialisé, sans lecteur de disque. Sony commence à essayer de mettre en avant son service de streaming avec le PS Now. Donc il y a beaucoup d'atouts dans le jeu en streaming, mais il y a beaucoup de côtés négatifs également. Donc je comprends que ça divise la communauté. Donc maintenant ici avec Google qui décide de... Déjà, il faut savoir que Google s'est déjà planté sur pas mal de projets par le passé, donc on ne sait pas s'ils vont réussir ici avec Stadia. C'est un grand pari que de lancer une telle entreprise d'envergure avec du jeu dématérialisé en streaming. Maintenant, il va falloir voir, il y a plusieurs questions qui restent en suspens parce qu'on ne connaît pas déjà le prix de l'abonnement. Mais je crois qu'au début, en tout cas, l'abonnement ne va pas devoir être trop cher parce que sinon les gens ne vont pas du tout adhérer au projet de Google. Hein. C'est déjà le cas. Il y a beaucoup de gens qui n'adhèrent absolument pas au projet. Et il faudra voir donc le catalogue, il faudra voir donc le prix, il faudra voir le catalogue. Parce que pour le moment, à part Assassin's Creed Odyssey, donc très certainement tous les jeux d'Ubisoft, parce que si Ubisoft est partenaire avec Stadia, on va peut-être se taper sur Stadia tous les jeux d'Ubisoft. Et il y a également un jeu Doom qui est annoncé. Moi personnellement ça ne m'intéresse pas, mais voilà, c'est un jeu qui est annoncé au lancement de Stadia qui devra arriver courant 2019. On ne sait pas du tout la date de lancement. Et il faudra voir également aussi, puisqu'on parle de jeux dématérialisés, puisqu'on parle de jeux streaming, il faudra voir la latence, la latence des jeux. Parce que si c'est une grosse latence, ça risque d'être injouable et de rebuter absolument tout le monde. Même si l'idée est séduisante et même si le fait de proposer aux gamers de jouer sur tous les supports possibles, PC, tablette, téléphone, même téléviseur, mais pour cela il faudra avoir le Google Chromecast. Donc ça c'est une condition pour pouvoir jouer sur un téléviseur. C'est séduisant, mais maintenant il faudra voir la latence au niveau des jeux, parce que autant c'est facile quand vous avez un service comme Netflix, où vous regardez des films, où vous recevez les informations, mais vous n'envoyez aucune information au serveur. Ici,
avec des jeux vidéo, c'est un projet d'envergure. Bon, ça a déjà été montré que ça pouvait marcher. Google n'est pas le premier à le faire, mais quand on voit les promesses que Google, que Google va essayer de tenir avec Stadia, c'est-à-dire de proposer de la 4K, voire même de la 8K dans un futur proche, ce qui est absolument énorme, c'est de se demander la latence, quoi. C'est essayer de voir comment est-ce que ils vont parvenir à gérer le fait le fait de toutes les données que les joueurs vont envoyer en appuyant sur les boutons. Parce qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur un bouton, et plus vite vous allez appuyer sur le bouton, plus vite vous allez envoyer des données au serveur. Donc il va falloir voir si tout ça va être fluide, va être rapide. Et tout va dépendre aussi de votre connexion Internet. Parce que pour le moment, on ne connaît pas bien les chiffres. On ne sait pas exactement quelle connexion exacte on va devoir. On parle de 25 mégas de download pour le moment. Ce qui est déjà pas mal pour certains qui n'ont même pas ça. Mais bref. On parle de ça pour le moment. À mon avis, il faudra bien ça. Mais pour avoir quelque chose de fluide, de bien, de propre. Donc, je sais pas. Je suis assez perplexe avec ce service. Mais je suis assez curieux aussi parce que je trouve que ça peut être, sans remplacer le côté physique des jeux vidéo, parce que je suis moi aussi un collectionneur et moi aussi j'adore avoir les jeux vidéo en boîte. Mais d'un côté, je me dis que le fait d'avoir un truc dématérialisé, on devra payer un abonnement, donc là il faudra voir le prix, mais on n'aura plus de console. Et bon, ok, on ne pourra plus avoir de collection de jeux en boîte, mais on aura la possibilité d'avoir un service qui va évoluer et on n'aura plus ce problème de console, c'est-à-dire qu'on n'aura plus la peur de se dire ma console va foirer, ma console ne marche plus, il va falloir que j'en rachète. On n'aura plus ce problème-là. On n'aura plus le problème de lecteurs de disques aussi qui finissent par souffrir des jeux. Quand vous achetez des jeux en boîte, c'est bien, mais après, il y en a beaucoup qui finissent par avoir leur lecteur de disques qui pète. Et ils doivent le remplacer, voire même remplacer la console entière. Mais les consoles, ça coûte super cher. Donc maintenant, il va falloir voir les prix de ce service. Je ne suis pas complètement fermé, mais je ne suis pas complètement pour le moment, parce qu'on manque d'informations par rapport à ce service. On manque énormément d'informations, que ce soit au niveau du catalogue, du prix, au niveau de la latence, les paramètres, la connexion qu'on va devoir, la connexion Internet qu'on va devoir avoir pour pouvoir jouer correctement à tout ça. Maintenant, ça a des côtés très séduisants, hein, je vous le disais, puisque voilà, pas besoin d'avoir une bête de course comme PC, pas besoin d'avoir un PC de gamer, pas besoin d'avoir une grosse machine de guerre pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Donc ça, c'est plutôt positif. On pourra aussi jouer sur écran, mais pour ça, vous allez devoir avoir le Google Chromecast, puisque la chose indispensable pour pouvoir jouer à Stadia, c'est qu'il faudra posséder le navigateur Chromecast. Google Chrome, pardon. Il faudra avoir le navigateur Google Chrome, et pour pouvoir projeter votre jeu sur la télé, il va falloir avoir le petit adaptateur qui fonctionne par port USB. C'est pas trop cher, hein, je crois que c'est 40 €. 40 € dans les magasins, le Chromecast, et avec ça vous projetez ce que vous avez sur votre écran de PC, vous le projetez sur la télé, idem pour l'écran du téléphone. Donc voilà, j'avais envie d'aborder avec vous ce sujet d'actualité parce que c'est quand même énorme. Imaginez si ça fonctionne, ça pourrait être le début de la fin déjà pour le côté physique du jeu vidéo, et puis ça serait un tremblement de terre, ce serait énorme. Maintenant, c'est Google. Alors Google, dans le monde du jeu vidéo, on sait qu'ils ont tenté, pour le moment ça n'a jamais réussi. Ils tâtonnent, ils sont encore à leur début, donc vont-ils réussir à faire trembler les deux grands que sont Sony et Microsoft? Je parle pas de Nintendo, hein, qui lui est dans son monde, hein, ils sont ailleurs, ils font pas vraiment compétition avec Sony et Microsoft, voire pas du tout carrément. Mais voilà, je parle surtout de Sony et Microsoft. Est-ce que Google va être capable de les
les ébranler, de les faire douter. C'est possible, hein, c'est possible parce que l'offre de Stadia est très séduisante, mais il manque beaucoup trop d'infos à l'heure actuelle pour dire clairement que ce projet va être intéressant. Voilà, donc dans les mois à venir, sûrement que je vous en parlerai encore, hein, puisque la conférence qui a eu lieu il y a quelques jours ne concernait que les entrepreneurs, donc c'était pas à l'adresse des joueurs, donc c'était pas à notre adresse du tout, donc c'est pour ça qu'on a eu si peu d'informations. Je veux dire, on a eu les informations qui étaient utiles pour les actionnaires et tout ça, mais pas pour les joueurs. Donc il va falloir suivre ça de près. On aura certainement plus d'infos dans les semaines et les mois qui vont venir, hein, puisque le service est censé se lancer cette année, hein, même pas en 2020, il va être lancé cette année. Donc il faudra voir surtout le prix, le catalogue. On annonce un catalogue conséquent à la sortie du truc, ce qui me semble logique, hein, puisque pour séduire les gens, il va falloir proposer du jeu et encore du jeu. Il va falloir proposer un prix attractif au début. Bon, nul doute que le prix va augmenter, hein, parce que si le système finit par être de plus en plus fiable et de mieux en mieux, le prix va augmenter, hein, ça c'est clair, hein, comme tous les abonnements. Mais au début, à mon avis, il faudra qu'il soit vraiment attractif. Et alors, il va falloir voir au niveau de la latence, vraiment qu'ils apportent des réponses claires et nettes, qui nous apportent vraiment de l'assurance là-dessus. Qu'on n'ait pas un jeu buggé, un jeu complètement ralenti, qu'on appuie sur une touche, qu'on ait une réaction 2 secondes après, ça serait absolument horrible, même 1 seconde après ça serait horrible. Vraiment, là il va falloir qu'il nous rassure à ce niveau-là. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un sujet qui a beaucoup fait parler de lui cette semaine, et ça c'est un projet d'envergure, ça pourrait être un vrai tremblement de terre dans le monde du jeu vidéo. Voilà, ça m'intéresse, je suis pas complètement fermé au dématérialisé, mais je ne suis pas complètement pour non plus, mais je reste certain que, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, je crois que c'est l'avenir pas forcément dans le sens positif, mais c'est l'avenir du jeu vidéo. On se dirige vers ça malheureusement, et il va falloir s'y habituer, il va falloir s'y faire, il va falloir s'adapter à ça, et voilà, je pense qu'on ne pourra pas passer à côté. Maintenant, le côté physique du jeu vidéo, les jeux en boîte ont encore une longue vie devant eux, ça j'en suis sûr. C'est pas demain, c'est pas en 2020, c'est pas en 2022 en 2021, 2022 qu'on n'aura plus de jeux en physique. Mais d'ici 10-15 ans, c'est possible que ça finisse par disparaître parce que le côté dématérialisé est tout simplement plus simple un petit peu pour tout le monde, hein. Mais c'est clair que le dématérialisé ne me réjouit pas non plus, puisque voilà, moi avec ma PS4, j'ai beaucoup de jeux dématérialisés dans la console, mais j'ai pas l'impression de les avoir, j'ai pas l'impression de les posséder, tout simplement parce que je ne les vois pas, je ne peux pas toucher la boîte, il y a ce côté physique qu'on n'aura plus et qui sera décevant. Il y a aussi le fait qu'on n'aura pas l'impression d'être propriétaire du jeu. On n'aura pas l'impression qu'on possédera le jeu, puisque c'est un jeu qui sera sur un serveur et qui ne nous appartiendra pas. Même maintenant, je prendrai l'exemple de Netflix, c'est vrai que quand on regarde un film, quand on regarde une série, c'est un film, une série qui ne nous appartient pas non plus. J'ai abordé avec vous dans cette vidéo Love, Death and Robots. C'est une série que j'ai adorée mais qui ne m'appartient pas. Je ne l'ai pas. Bon, je ne dis pas, ces séries-là sortent par après peut-être en DVD, mais bon, là, ici, c'est une série qui ne m'appartient pas. Pourtant, j'ai adoré, mais je ne l'ai pas, clairement pas. Elle fait partie de mon abonnement, mais si demain j'ai plus l'abonnement, je n'ai plus la série, quoi. Voilà. Donc ça sera un peu pareil pour les jeux vidéo, et je crois qu'on se dirige, comme Netflix fonctionne superbement bien avec les séries et les films, à mon avis, on se dirige vers un Netflix du jeu vidéo. Ça paraît incontournable, je crois. Mais bref, j'aborderai ce thème-là dans une prochaine vidéo, dans un prochain live, hein, on en reparlera dans les lives, hein, si vous avez envie de venir me voir dans un prochain live et d'en parler, on le fera. Sur ce, je vais arrêter la vidéo qui fait déjà plus de 30 minutes, hein, comme d'hab, dans les vidéos Semaine Geek. Elles sont plus longues parce qu'il y a plus de choses à raconter. Voilà, je remercie les personnes qui sont allées jusqu'au bout, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!